Voilà, on en arrive à la partie académique de notre soirée. J'ai le plaisir de présenter notre intervenante de ce soir qui va prononcer sa leçon inaugurale, Nadia Egert, donc, qui a rejoint la FTSR en 2019 comme directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique et comme MER en éthique à l'Institut des sciences sociales et religions. Après des études en théologie et en sciences politiques, en théologie c'était une licence, en sciences politiques c'était un DEA, à l'Université de Genève, elle obtient en 2013 son doctorat en sciences de la vie en éthique et philosophie de la médecine à la faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne, avec une thèse intitulée Enjeux éthiques des nouvelles technologies de la reproduction, une conception de la justice à l'interface de l'éthique du care et de l'approche des culpabilités. Ces champs de recherche et d'enseignement portent tant sur l'éthique fondamentale, éthique du care, philosophie du soin, approche des capabilités, que sur l'éthique appliquée, bioéthique, éthique de la délibération, éthique de la recherche. Ces recherches visent à repenser des concepts tels que ceux, par exemple, de la justice, de l'autonomie, ou des éthiques appliquées telles que l'éthique de la recherche ou de la bioéthique, à la lumière des éthiques du care et de l'approche des capabilités, afin de dresser les contours d'une éthique politique du soin. De manière plus appliquée, elle s'intéresse à l'utilisation des technologies dans le soin. Cette thématique se décline dans deux champs principalement, les gérontechnologies et les nouvelles technologies de la reproduction. Ce soir, sa conférence s'intitule « Entre autonomie et vulnérabilité vers une éthique du soin ». Je me réjouis de lui céder la parole. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de pouvoir intervenir aujourd'hui dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la faculté. À ce titre, j'aimerais commencer par remercier le décanat pour cette invitation, ainsi que les personnes qui ont permis d'organiser cette cérémonie d'ouverture des cours. En temps normal, ce type d'événement nécessite un travail important, qu'il est plus encore en temps de Covid. Nouvellement arrivé à la faculté, c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon champ de recherche et d'activité et la perspective dans laquelle je m'inscris. De par le titre de mon intervention, Entre autonomie et vulnérabilité vers une éthique du soin, vous aurez bien entendu compris que je vous parlerai surtout d'éthique du soin. J'en montrerai les fondements, les contours, les apports et l'originalité d'analyse qu'elle permet. Dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressée à la question de l'accès à la procréation médicalement assistée. Qui peut avoir accès à la PMA, aux nouvelles technologies de la reproduction comme la fécondation in vitro ou le don de gamètes pour prendre les techniques les moins controversées? En Suisse, la loi sur la procréation médicalement assistée, ou la LPMA, pose un cadre strict dans lequel seuls les couples hétérosexuels mariés peuvent avoir accès à ces techniques. Sur un plan éthique, ce questionnement se situe dans le champ de la bioéthique, l'éthique qui questionne justement les avancées technologiques et celui des théories de la justice. Au fil de mes recherches, ces éthiques m'ont très vite paru passer à côté des enjeux éthiques pourtant sérieux que la procréation médicalement assistée pouvait effectivement soulever. Voici quelques-unes des limites que j'ai pu soulever. Elles sont au nombre de 3. Tout d'abord, s'inscrivant dans une perspective libérale et voulant appliquer au champ de la PMA l'idéal d'égale liberté pour tous, ces éthiques échouent. Face au caractère potentiellement anxiogène d'une liberté procréative illimitée pour tous, la liberté procréative se limite finalement à la reconnaissance des intérêts reproductifs de quelques privilégiés. Se situant dans le cadre de la famille traditionnelle et de fait à l'exclusion
des personnes se situant en dehors de ce cadre. Ainsi, et c'est une deuxième limite, le donneur, la mère porteuse ou toute autre personne qui participe au processus reproductif est outil, simple fournisseur de services reproductifs au couple contractant. Enfin, pour contenir encore cette liberté procréative illimitée, pour tous, la catégorie morale de la responsabilité est mobilisée et devient la responsabilité procréative. Elle se limite toutefois à la désignation des formes de reproduction irresponsables, voire irréfléchies, que sont la femme célibataire, la femme porteuse du VIH, la grossesse adolescente, la grossesse de celle qui n'a pas une bonne situation financière. Ainsi, alors même que la reproduction est pensée dans les limites du couple, la responsabilité, quant à elle, devient individuelle et incombe à la femme principalement. Ces trois limites montrent qu'une telle perspective d'analyse passe à côté des enjeux éthiques de la procréation médicalement assistée. Il m'a semblé nécessaire de changer de paradigme éthique et anthropologique et de me tourner vers ce que j'appelle aujourd'hui l'éthique du soin. Le point de départ d'une éthique du soin est souvent marqué par l'éthique du care, pour des questions de vocabulaire, mais également parce qu'elle a marqué un renouveau dans le champ de l'éthique dans les années 80, en proposant une critique des éthiques de type libéral largement dominantes, telles qu'effectivement la bioéthique, la pensée autour des droits humains et les théories de la justice. Pourtant, on reproche souvent à l'éthique du care, ou aux éthiques du care pour être plus juste, de proposer une conception limitée du soin ou du care à une relation entre soigné et soignant et de ne pas mener de réflexion politique. En d'autres termes, de laisser de côté les enjeux de justice, au contraire pris en compte par les éthiques de type libéral. Schématiquement, on oppose alors les éthiques du care et les éthiques de la justice. Les premières ayant une validité éthique pour des questions émotionnelles et relationnelles seulement, les secondes étant procédurales, individualistes, abstraites par leur recherche d'un universalisme et d'une autonomie désincarnée. Dans cette communication, j'aimerais montrer que l'opposition entre ces deux conceptions de l'éthique est un peu rapide et que le concept de capabilité, tel que développé par Martha Nussbaum, articulé avec l'éthique du care de Joan Tronto, permet de fonder une éthique du soin qui appelle une responsabilité politique. Pour ce faire, je commencerai par souligner quelques éléments de l'éthique du care de Joan Tronto, et je dirai par la suite quelques mots sur l'approche des capabilités de Martha Nussbaum, pour ensuite mettre en évidence des points de rencontre entre ces deux approches du care et des capabilités. Ces points de rencontre représentent à mes yeux les fondements d'une éthique du soin, et je terminerai par en montrer les apports. Donc pour commencer, quelques mots sur l'éthique du care. Pour Tronto, le care se définit par plusieurs éléments. D'abord, le care est une disposition. Mais Tronto insiste ici sur le fait que le care ne peut en aucun cas être considéré comme étant une disposition seulement. Cela équivaut à individualiser le soin et à faire du care un objet sentimental, romantique et émotionnel, une préoccupation privée qui doit être offerte dans le cadre de la famille principalement. Deuxièmement, le care est une activité, une pratique, un travail, une activité qui se conjugue en 4 phases. La première consiste à se soucier de l'anglais caring about. La deuxième phase, prendre en charge, taking care of. La troisième phase, prendre soin, caregiving. Enfin, la quatrième et dernière phase, recevoir le soin, care receiving. À ces 4 phases qui définissent ce que constitue un bon care, Tronto renvoie 4 valeurs fondamentales, ou 4 aspects moraux du care qui définissent son éthique du care. La première catégorie morale, ou aspect moral du care, est l'attention. Elle correspond à la première phase du care, qui est de se soucier d'eux, et exige la reconnaissance d'un besoin et la nécessité de s'en soucier. Ici, l'ignorance ou l'inattention aux autres constitue un mal moral. La responsabilité. Elle correspond à la deuxième phase du care, la prise en charge. La responsabilité ici est étendue et prend en compte la relation aux proches comme aux lointains.
En tant que parent ou membre d'une famille, on peut se sentir responsable pour ses enfants ou les membres plus anciens de sa famille. En tant que membre de la communauté humaine, on peut se sentir responsable pour l'autre, opprimé, agressé, maltraité. Le troisième aspect moral est la compétence. Elle correspond à la troisième phase du care qui est de prendre soin et qui implique le travail nécessaire pour réaliser ce soin. Le quatrième aspect moral du care est la capacité de réponse. Elle correspond à la quatrième phase du care, recevoir le soin. Ce quatrième élément de l'éthique du care est fondamental, car il fait apparaître les questions d'inégalité et de vulnérabilité. En effet, recevoir le soin implique que l'on se trouve dans une situation de vulnérabilité, laquelle exige de l'aide. Le care, on l'a vu, est donc une disposition, un travail, une éthique. Et pour terminer, il est également pour Tronto un idéal politique. Et selon Tronto, je cite ici, « La pratique du care décrit les qualités nécessaires pour que les citoyens acquis aux valeurs démocratiques vivent ensemble en harmonie dans une société pluraliste et que le care ne peut s'épanouir que dans une société juste, pluraliste et démocratique. » Elle limite ici son propos à la construction d'une éthique politique du care. En effet, cet idéal politique n'est possible que si nous sommes prêts à repenser ce qu'elle appelle nos hypothèses sur la nature humaine et à opérer, je cite encore, une transformation des conceptions que nous avons du soi, mais aussi celles que nous avons des relations avec les autres. Tronto s'arrête toutefois ici. Elle admet la nécessité d'avoir recours à une théorie de la justice pour penser le care dans sa dimension politique, et notamment les questions liées aux besoins, mais elle n'effectue pas le saut vers une théorie politique nécessaire. Elle mentionne toutefois les travaux de Nussbaum comme étant une option, et je cite ici Tronto, « L'analyse la plus prometteuse des besoins apparue dans la littérature philosophique récente est probablement celle que Martha Nussbaum propose dans l'approche des capacités humaines. » Ce qui m'amène directement à l'approche des capacités. L'approche des capacités est une proposition éthique qui tente de prendre en compte la vulnérabilité de la personne. Elle a été développée principalement par Amartya Sen, un économiste indien, et par justement Martha Nussbaum, philosophe. C'est surtout l'approche des capacités de Martha Nussbaum qui m'intéresse ici. Comme son nom l'indique, au centre de cette éthique se trouve la notion de capacité. Et la question, qu'est-ce qu'une personne est réellement capable de faire ou d'être? Contrairement aux approches qui s'appuient sur une conception idéalisée de l'autonomie, l'approche des capacités considère qu'un certain nombre d'éléments sont nécessaires à la personne pour être réellement autonome. Ces éléments sont les capacités. Pour les définir plus spécifiquement, Nussbaum procède en 2 étapes. Dans une première étape, elle tire de la littérature un certain nombre de fonctionnements humains. Ils représentent des caractéristiques minimales qui font qu'une vie peut être considérée comme humaine. Sans ces caractéristiques, une vie ne peut pas être considérée comme étant une vie humaine. C'est ce qu'elle appelle sa conception épaisse et vague du bien. Quels sont ces fonctionnements donc de la vie humaine? Un premier est la mortalité. Tous les êtres humains font face à la mort. Et même si la mort peut être vécue et interprétée différemment selon les cultures, les êtres humains, a priori, souhaitent vivre. Un deuxième fonctionnement est le corps humain, ou une caractéristique. Nos corps se ressemblent. Bien qu'ils sont différents, les vulnérabilités sont identiques. Par exemple, la faim et la soif. Même si les besoins varient entre les personnes, la nourriture et la boisson sont nécessaires à tous. Un autre exemple est la nécessité de s'abriter. La fragilité face aux éléments de la nature, le froid, la chaleur, la pluie, le vent, sont des éléments partagés par tous les êtres humains. Un autre fonctionnement ou une autre caractéristique est celui de ressentir du plaisir et de la peine. Ces fonctionnements sont communs à toute vie humaine, même s'ils varient culturellement.
Les capacités cognitives, comme percevoir, imaginer, penser, selon Nussbaum, appartiennent aussi à tous les êtres humains. Tous possèdent ces capacités cognitives, ils imaginent, pensent et prennent des décisions. Un autre fonctionnement ou caractéristique est celle de l'affiliation avec d'autres êtres humains. Nous vivons pour et avec les autres. Sixièmement, la parenté à d'autres espèces et à la nature. Les êtres humains ne sont pas les seules créatures vivantes. Il y a les animaux, les plantes et l'univers, et tous dépendent des uns et des autres. Enfin, l'humour et le jeu sont des éléments absolument fondamentaux du fonctionnement humain. L'humanité a besoin de rire et de loisirs. Enfin, l'environnement et le contexte. Chaque vie humaine possède son contexte et son environnement propre. Ces fonctionnements ou caractéristiques de ce qu'est la vie humaine sont fondamentales, car, d'une part, elles définissent ce qu'est une vie pleinement humaine, les conditions d'un bon fonctionnement humain. D'autre part, elles soulignent également les conditions de vulnérabilité de la vie humaine. Une personne a des besoins liés à son corps et à son environnement, c'est-à-dire à la nature, mais également liés aux conditions sociales, économiques et politiques. Pour la deuxième étape, Nussbaum effectue un saut conceptuel en faisant de ces caractéristiques ou de ces fonctionnements des capacités. Il ne s'agit plus de jouer, mais d'être capable de jouer. Il ne s'agit plus de se nourrir, mais d'être capable de se nourrir. Ces mots, être capable de, sont fondamentaux, car ils montrent que certaines conditions doivent être remplies pour qu'une personne soit capable de faire quelque chose. Ce saut conceptuel, donc, du fonctionnement aux capacités, est primordial pour deux raisons. Premièrement, il permet de tenir compte de la vulnérabilité de la personne, révélée par les caractéristiques de ce qu'est un bon fonctionnement, tout en garantissant une autonomie réelle et la liberté de choix assurée par les capacités. Deuxièmement, il permet de distinguer si une personne agit par choix ou sous la contrainte. La capacité représente donc une forme de liberté. Il existe un exemple paradigmatique que Sen et Nussbaum utilisent fréquemment et qui concerne l'alimentation. Il s'agit en particulier de la sous-alimentation et du jeûne. Dans les deux cas, le fonctionnement est le même. La personne ne s'alimente pas. La distinction réside dans le fait de savoir si la personne le fait par choix ou sous la contrainte. Et là, je cite Nussbaum dans l'ouvrage Femmes et développement humain. Quelqu'un qui dispose de beaucoup de nourriture peut toujours choisir de jeûner, mais il y a une grande différence entre jeûner et mourir de faim. Et c'est cette différence que je souhaite saisir. Mon approche est en ce sens extrêmement attentive à l'objectif du fonctionnement et invite les gouvernements à ne jamais le perdre de vue. D'un autre côté, je ne pousse pas les individus à adopter un fonctionnement. Une fois que le terrain est complètement préparé, le choix leur appartient. En résumé, l'objectif de l'approche éthique de Nussbaum est de rendre les personnes capables d'être libres et de façonner leur propre vie. C'est un objectif politique, puisque c'est le rôle du politique de permettre ces conditions, de garantir les capacités de la personne. Une société qui ne garantit pas ses capacités ne peut se prévaloir d'être juste. On revient ensuite à la personne de choisir le fonctionnement qui lui convient. Entre le cœur et les capacités, une articulation est-elle possible? Comme je l'ai mentionné, l'articulation que nous aimerions proposer ne semble pas aller de soi. Très souvent, l'éthique du care et celle de la justice sont opposées et considérées comme incompatibles, pour trois raisons principalement. L'éthique du care, premièrement, mobiliserait la responsabilité et les relations. L'éthique de la justice, au contraire, le droit et les règles. Deuxièmement, le care serait lié à des circonstances concrètes. La justice serait-elle formelle et abstraite? Enfin, l'éthique du care se concrétiserait par une activité, la mise en œuvre du care ou du soin, et l'éthique de la justice par la formulation d'un ensemble de principes. Au contraire de ces affirmations,
il me semble que le care et la justice peuvent être articulés, mais en tenant compte d'une réévaluation conceptuelle. C'est justement ce qu'ont tenté de faire Tronto et Nussbaum. Tronto, en effectuant un élargissement du care et en faisant un concept politique. Nussbaum, en repensant le concept de justice, en le fondant sur la vulnérabilité humaine plutôt que l'autonomie. Une vulnérabilité qui, au contraire de l'autonomie, appelle une responsabilité politique. Effectuant chacune d'une certaine manière un pas vers l'autre, il me semble qu'elles se rejoignent dans leur fondement et qu'elles permettent par ce rapprochement de concevoir une éthique du soin. Quels sont donc les contours ou les fondements de cette éthique du soin? J'aimerais soulever ici 5 points. Un premier point est le souci commun, celui de la vulnérabilité de la personne. L'anthropologie sous-jacente de Tronto et de Nussbaum est proche. Les deux insistent sur une prise en compte de la vulnérabilité de l'être humain comme élément fondamental d'une théorie morale. Tronto n'oppose pas autonomie et dépendance, les deux s'alternent dans la vie d'un individu. Nussbaum s'inscrit dans une perspective aristotélicienne et marxienne, non seulement l'individu a des besoins, mais ces besoins varient d'un individu à l'autre. La vulnérabilité ici n'est pas un manque, elle fait partie de la nature humaine et est source d'interpellations éthiques et politiques. Un deuxième point de rencontre est celui de la critique par les deux philosophes de l'autonomie libérale, telle qu'elle est développée dans l'éthique biomédicale par exemple. En lien avec ce premier point, Tronto et Nussbaum rejettent la norme de l'autonomie, telle qu'elle est conçue justement par cette tradition libérale. Comme étant trop abstraite, l'autonomie manque sa cible et devient un principe déclaratif précisant un statut. On est autonome ou on ne l'est pas. Les deux auteurs insistent au contraire sur le fait que leur proposition de théorie morale permet de garantir cette autonomie. L'éthique du care de Tronto se présente ici surtout comme un outil critique qui permet de souligner le fait que l'autonomie ne va pas de soi, qu'elle s'acquiert après une période de dépendance et qu'elle nécessite un travail de care ou de soin. De la même manière chez Nussbaum, c'est seulement en assurant aux personnes un seuil de capacité minimale qu'elles seront réellement en mesure d'exercer leur autonomie et leur liberté. Troisièmement, Tronto et Nussbaum réhabilitent la figure de l'autre qui prend une place fondamentale au sein d'une éthique. Tronto développe cela en insistant sur la relation de soins et sur l'interdépendance entre les humains. Chez Nussbaum, c'est à travers la capacité de l'affiliation, laquelle souligne le fait que nous vivons pour et avec les autres humains. Ainsi, l'autre n'est plus celui qui me limite ou qui limite ma liberté, mais l'autre est constitutif de moi-même. Quatrièmement, la prise en compte du contexte et des besoins qui appellent une autre conception de la responsabilité. La prise en compte des besoins et ce faisant également du contexte sont présents chez Nussbaum comme chez Tronto. Et montrent une sensibilité accrue aux circonstances historiques et sociales. Chez Tronto, les 4 phases du care attestent d'une prise en compte des besoins. Chez Nussbaum, c'est la conception vague et épaisse du bien dans sa dimension politique, c'est-à-dire les conditions qui doivent être remplies pour que la personne soit capable d'être et de faire, qui marque l'attachement au contexte et aux besoins. L'attention au contexte renvoie tant chez Tronto que chez Nussbaum à la question des besoins et découlant de là à celle de la responsabilité et de la tâche du politique. Une responsabilité ici non pas individuelle, mais bien sociale et politique. Finalement, Tronto et Nussbaum se rencontrent dans la nécessité de reconnaître et de prendre en compte le conflit. Cette intégration du conflit s'insère dans leur critique des éthiques libérales, au sein desquelles ce sont plutôt des stratégies d'évitement des conflits qui sont mises en place. Chez Nussbaum, les tensions et les conflits peuvent intervenir dans la définition même de ce que nous considérons être une vie bonne, ou entre les différentes capacités. Il est toutefois primordial de connaître les conflits et les zones de tension,
afin de mener des réflexions communes dans le but de les appréhender par un dialogue participatif et délibératif. Ainsi, c'est la liste même des capacités qui doit être soumise à la délibération. Chez Tronto également, le conflit peut surgir dans chacune des phases du CARE ou entre les différentes phases, dans la définition des besoins et dans la manière d'y répondre. Il s'agit dans tous les cas d'anticiper les lieux de conflit et de dégager toute forme d'idéalisation. Ainsi définie, l'éthique du soin permet un changement de paradigme et un renversement de perspective. D'une anthropologie libérale où l'individu est autonome et défend ses intérêts, où l'autre est d'abord celui qui limite ma liberté et où la responsabilité est pensée en termes d'abord individuels, l'éthique du soin permet de passer à une anthropologie de la vulnérabilité, où la personne est vulnérable avant d'être autonome, où l'autre est constitutif d'un réseau d'interdépendance des personnes et où la prise en compte des besoins et du contexte appelle à une responsabilité collective. Ce changement de paradigme implique également un renversement de la question de la justice. Il ne s'agit plus de demander égalité de quoi? Égalité des libertés individuelles, égalité dans la redistribution des biens, comme le font les théories de la justice. Mais avec Sen, il s'agit de renverser la question de justice, la faisant passer de égalité de quoi à inégalité de quoi? Et à quoi je réponds inégalité dans la reconnaissance de la vulnérabilité. En d'autres termes, l'éthique du soin, dans sa dimension politique, vise à identifier la manière différenciée dont la vulnérabilité est reconnue et d'identifier les zones d'action possibles pour répondre à ces vulnérabilités. Quels sont les apports de l'éthique du soin? Pour montrer les apports d'une éthique du soin, je reviendrai tout d'abord sur la thématique de la procréation médicalement assistée. Puis, je montrerai comment cette éthique peut contribuer à l'analyse des aspects éthiques d'autres champs de recherche et d'enseignement. Ainsi, pour la PMA, poser la question de l'inégalité de la reconnaissance de l'infertilité, considérée ici comme une forme de vulnérabilité dans le cadre de la LPMA, permet de montrer que la loi sur la procréation médicalement assistée régule une pratique en créant de nouvelles formes d'exclusion. Une première zone d'exclusion est définie comme vulnérabilité socio-économique. Elle s'exprime par le fait que la LPMA assure l'accès aux techniques de procréation médicalement assistée sans s'interroger sur la prise en charge financière des coûts ni sur les capacités ici financières réelles des personnes à pouvoir accéder à ces techniques. S'ensuit une exclusion économique. Une autre zone d'exclusion englobe une diversité de personnes qui peut être définie par ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire un couple hétérosexuel marié. N'est pas reconnue ici la vulnérabilité des femmes célibataires, des personnes hétérosexuelles non mariées et des personnes homosexuelles. Dans ce cadre, l'éthique du soin appelle à revoir les fondements conceptuels de la LPMA. Par exemple, d'une conception de la famille fondée sur le caractère biologique ou génétique, une éthique du soin exige de passer à une conception de la famille fondée sur la relation. Une conception qui intègre des structures familiales variées, mais qui exige de porter une attention particulière à la fonction de la famille et non à sa structure, c'est-à-dire aux soins à apporter à l'enfant et à son épanouissement. D'une conception du bien de l'enfant garantie par l'intérêt reproducteur du couple hétérosexuel et la préservation du caractère naturel de la reproduction, ici la reproduction du même, une éthique du soin exige le passage à une compréhension du bien de l'enfant fondée non pas sur une conception prédéfinie de la parentalité, mais sur la prise de responsabilité des parents et leur reconnaissance de la liberté de l'enfant, ici reconnaissance de l'altérité. Finalement, du cadre technologique dans lequel s'inscrit la procréation médicalement assistée, l'éthique du soin exige de passer à un cadre de soins qui appelle une réponse plus étendue à cette forme de vulnérabilité reconnue qu'est l'infertilité.
Le recours à la technologie n'est qu'une réponse partielle et partiale à une forme de souffrance. Répondre à l'infertilité exige des moyens plus étendus que le recours à la technique, qui est certes une option, mais requiert de prendre soin plus englobant de la personne. En d'autres termes, l'éthique du soin interpelle la conception techniciste du corps à réparer. Je vais passer maintenant à un deuxième apport de l'éthique du soin qui concerne l'éthique de la recherche. L'une des missions du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique est celle de mettre en place la formation et la réflexion au sein de l'UNIL sur l'éthique de la recherche. L'éthique de la recherche dans le domaine des sciences biomédicales est institutionnalisée et ses critères sont établis. Or, ceci est moins clair pour l'éthique de la recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales. Je parlerai de SHS. Et l'application des critères biomédicaux au SHS ont créé beaucoup de malentendus et de conflits, alors même que la validation éthique institutionnalisée peut être nécessaire pour une publication ou des recherches de financement. Très schématiquement, les sciences biomédicales effectuent des expérimentations sur l'être humain, dont le but, la méthodologie, la durée et les risques potentiels sont connus et expliqués au sujet de recherche avant le début de chaque recherche, afin que les participants ou les sujets de recherche puissent donner leur consentement éclairé en signant un formulaire. Au contraire, une partie des recherches en sciences humaines et sociales, notamment celles utilisant des méthodes qualitatives, travaillent avec l'être humain et non pas sur l'être humain. Il ne peut, en raison de conceptions différentes de ce que constitue la recherche, répondre aux exigences issues des sciences biomédicales. Les questions de recherche, la durée et la méthodologie ne sont pas nécessairement connues et définies à l'avance. La nécessité d'obtenir un consentement signé peut induire un climat de méfiance de la part du participant, un climat qui peut s'avérer néfaste au bon déroulement de la recherche. La nécessité même d'informer peut s'avérer contre-productive. Par exemple, dans le cadre d'une étude d'un terrain dangereux pour des questions politiques, par exemple, ou plus simplement, dans le cas d'un chercheur qui mènerait des recherches sur la participation des élèves à l'école et qui informerait la classe qu'il vient observer la manière dont les élèves participent à l'enseignement. Les critères de l'évaluation éthique d'une recherche en SHS doivent donc être repensés. Ici, l'éthique du soin peut soutenir la réflexion. Elle amène notamment à repenser la relation, jusqu'ici plutôt inégale entre le chercheur et le sujet de recherche, et à dépasser la relation utilitariste qui lie ces deux personnes. Elle pousse à considérer la relation chercheur-participant comme un couple interdépendant et la recherche comme étant collaborative, parfois conflictuelle, et à saisir cette conflictualité comme une opportunité de redéfinir ou de réajuster les rôles. Dans ce contexte, la formation sensibilisation à l'éthique de la recherche et un projet de rencontre autour de l'éthique de la recherche pour les chercheuses et les chercheurs de l'Université de Lausanne vise à répondre aux besoins et à la nécessité de réfléchir ensemble sur les rôles et les relations de chacune et chacun dans le processus de recherche. Un autre apport de cette éthique du soin a lieu dans le cadre de mes enseignements à la faculté de biologie et de médecine. Ici, l'éthique du soin a également sa place. L'apport est par contre avant tout méthodologique, à travers l'enseignement dispensé aux étudiants de master de la délibération éthique dans le contexte précis de la médecine de transplantation. Le monde hospitalier et la pratique médicale ne sont pas exempts de conflits. Des conflits de valeurs qui n'épargnent personne, qu'il s'agisse des patients et de leurs proches ou du personnel dans son sens large, incluant notamment les soignants, le personnel administratif, technique et bien entendu les étudiants. Et plus encore dans le contexte de la médecine de la transplantation et du don vivant. Dans un contexte de pénurie d'organes, faut-il accepter le don altruiste de tout donneur potentiel, considéré comme autonome et en pleine possession de sa capacité de discernement? Pour aborder ces questions,
une grille de délibération éthique permet aux étudiants de travailler sur les différentes options thérapeutiques, les valeurs du patient, du donneur et de l'équipe soignante, des valeurs très souvent en tension. Enfin, pour terminer cette communication, l'éthique du soin interpelle et pose toute une série de questions en lien avec la situation sanitaire que nous traversons actuellement. L'éthique du soin questionne la représentation limitée que nous avons de la personne âgée comme étant l'autre faible et vulnérable. Elle exige une analyse plus fine, plus contextualisée de qui sont nos seniors et de ce qu'ils sont capables de faire et d'être. L'éthique du soin, par l'accent qu'elle met sur les aspects relationnels et interdépendants de la vie humaine, questionne également la problématique du risque appréhendée en termes médicaux uniquement et interpelle de façon radicale les mesures de privation de visite imposées aux seniors, tant en institution qu'à domicile. Il faut être clair, il ne s'agit pas ici de commenter une situation passée en affirmant qu'il aurait fallu faire autrement. On sait effectivement toujours mieux après coup. Et l'éthique de la délibération enseigne justement à prendre une décision à un moment donné en fonction des éléments en notre possession à ce moment précis. Toutefois, une éthique du soin nous enjoint, par les changements de perspective qu'elle propose, de mettre la lumière sur des aspects parfois, voire souvent ignorés. Arrivant au terme de ce leçon, j'espère avoir pu illustrer la pertinence de cette approche. Et je me réjouis d'avoir l'opportunité d'approfondir ces questions au sein de la faculté et de l'Université de Lausanne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nadia. J'ai ouvert cette cérémonie en expliquant que c'était décidément pas une cérémonie comme les autres. Je dois la conclure en vous remerciant d'être venu pour y participer, en regrettant de ne pouvoir vous inviter au traditionnel cocktail, mais les mesures d'hygiène nous empêchent de nous adonner à cette tradition. Merci beaucoup en tous les cas à tous d'être venus. Merci à Nadia pour cette magnifique leçon.